La guerre du Vietnam était un conflit défini par l'intersection violente de l'aviation de haute technologie et de la survie primitive dans la jungle. Au-dessus de la dense canopée émeraude de la province de Phuc Tuy, l'air était souvent empli du rugissement des F-111 General Dynamics américains ou des hélicoptères Bell UH-1 Iroquois. Cependant, le ciel était un domaine traître. L'armée nord-vietnamienne, NVA, et les forces Viet Cong avaient maîtrisé l'art de la guerre anti-aérienne, transformant le bel horizon en une grille létale de flak et de missiles surface-air. L'histoire commence par un après-midi humide où une mission de routine tourne soudain au cauchemar. Un avion d'attaque américain, criblé par une rafale bien placée de tirs anti-aériens de 37 mm, explose en une boule de flammes et de fumée orange. Alors que le pilote s'éjecte, le rugissement des moteurs est remplacé par un silence sifflant sinistre. En dessous de lui s'étend une vaste mer impénétrable de verre. Un territoire contrôlé entièrement par un ennemi qui traite la jungle comme son propre arrière-cour. Le pilote descend en planant, son parachute, un phare blanc qui attire tous les regards ennemis à des kilomètres à la ronde. Dès que ses bottes touchent le sol boueux de la jungle, une course désespérée commence. Il est seul, potentiellement blessé, et équipé uniquement d'une radio de survie et d'une arme de poing. Son appel de détresse, Mayday, perce le parasitage des centres de commandement, déclenchant une opération de recherche et de sauvetage, SAR, immédiate et frénétique. Pendant que l'US Air Force et la Navy mobilisent leurs moyens, l'environnement au sol est suffocant. La jungle est un labyrinthe de vignes tranchantes comme des rasoirs, d'insectes grouillants et du son rythmique constant de la pluie. Pour le pilote abattu, chaque craquement de brindille ressemble à un coup de feu. Il sait que dans quelques minutes, des équipes de pistage ennemies se rapprocheront, suivant la fumée de l'écrasement et la trace de son parachute. Mais alors que l'ennemi resserre le filet, quelque chose d'autre se déplace dans les sous-bois. Quelque chose qui ne fait aucun bruit. Opérant dans le même secteur se trouve une petite patrouille de 6 hommes de l'SAS australien. Pendant que les équipes SAR américaines préparent une extraction aérienne massive et bruyante, les troopers aussi se sont déjà fondus dans les ombres. Ils ne courent pas vers la fumée. Ils avancent avec un silence calculé, glacial, qui défie le chaos naturel de la forêt. La survie du pilote repose désormais sur le fil du rasoir. Il est pris entre un ennemi qui approche rapidement en quête d'un trophée pour la propagande et un groupe de fantômes d'élite qui sont les seuls capables de l'atteindre avant que le piège ne se referme. Le rugissement du jet a peut-être signalé le début du désastre, mais c'est le silence absolu de l'SAS qui déterminera s'il revoit un jour le ciel. Alors que le balise d'urgence du pilote abattu continuait à pulser, la machine militaire américaine répondit avec sa caractéristique trademark, une force écrasante. Haut au-dessus du site de l'écrasement, les hélicoptères de sauvetage Jolly Green Giant commencèrent leur approche, flanqués d'un essaim d'A1 Skyraiders. Le plan était une opération de recherche et de sauvetage de combat, CSAR, textbook. Supprimer la zone avec un rideau de feu, survoler le survivant en stationnaire et le hisser en sécurité. Cependant, l'armée nord-vietnamienne, NVA, était bien préparée à cette démonstration prévisible de domination aérienne. Il savait qu'un pilote abattu était l'appât ultime. Cachés sous la triple canopée de la jungle, ils avaient déplacé des mitrailleuses lourdes et des batteries anti-aériennes en position, créant une boîte de tuerie létale autour de l'emplacement présumé du pilote. Alors que les hélicoptères de sauvetage de tête descendaient, ils furent accueillis par un mur de plomb. Les balles traçantes criss-crossaient le ciel et le tonnerre du flak de 37 mm secouait l'air. Malgré des tentatives répétées, la flotte de sauvetage américaine fut repoussée à plusieurs reprises. Les pilotes des Skyraiders plongeaient bas, déchaînant du napalm et des canons de 20 mm pour labourer les flancs de collines. Mais l'ennemi était trop bien retranché. Chaque fois qu'un hélicoptère stationnait, il devenait une cible immobile.
La puissance de feu lourde qui avait gagné des batailles en terrain ouvert échouait ici, piégée par la verticalité et la densité du terrain vietnamien. Plus la mission de sauvetage faisait de bruit, plus elle alertait chaque escouade ennemie dans un rayon de 10 miles sur la proie exacte qu'il chassait. Dans le centre de commandement, l'ambiance devint sombre. L'heure dorée, la fenêtre de temps où un pilote a les meilleures chances de sauvetage avant d'être capturé, se refermait rapidement. L'armada aérienne massive était un marteau essayant de frapper une aiguille dans une botte de foin, et l'aiguille était entourée de frelons. Les commandants américains réalisèrent avec un cœur serré que leur doctrine standard était insuffisante. Ils ne pouvaient pas extraire le pilote de la jungle par la force sans risquer la vie de dizaines d'autres aviateurs. Ce fut dans ce moment d'impasse tactique qu'une proposition alternative discrète parvint aux opérateurs radio. Pendant que le ciel était un inferno chaotique de moteurs à réaction et d'explosions, une patrouille de 6 hommes de l'SAS australien était déjà au sol, à quelques kilomètres seulement. Ils ne demandaient pas de couverture aérienne et n'avaient pas besoin d'escorte lourde. Ils opéraient sur une fréquence différente et une philosophie différente. Pour le commandement américain, la zone était une zone interdite, remplie de morts certaines. Pour les Aussie, c'était juste une journée ordinaire au bureau. Ils comprenaient que là où le marteau échouait, le scalpel pouvait réussir. La décision fut prise d'arrêter les incursions aériennes bruyantes et de donner aux fantômes une chance de faire ce qu'ils faisaient de mieux, travailler dans les ombres où la puissance de feu et l'eau ne pouvaient atteindre. Les moteurs lourds de la flotte américaine firent demi-tour, laissant la jungle à un silence soudain lourd. Un silence que l'SAS allait transformer en arme. Pendant que le ciel au-dessus de Phuoc Tuy était encore marqué par la fumée des jets américains en retraite, la patrouille de 6 hommes de l'SAS australien avait déjà transitionné vers un état d'immersion tactique totale. Pour ces troopers, l'échec du sauvetage aérien n'était pas indissuasif. C'était le signal que l'approche douce était désormais la seule voie vers le succès. Ils ne sprintaient pas vers le site de l'écrasement. Au lieu de cela, ils se dissolvaient dans la végétation, avançant avec une délibération rythmique glaciale qui les rendait virtuellement invisibles à tout sauf à l'œil le plus aguerri. Le chef de patrouille australien, un vétéran de Malaya et Bornéo, comprenait que l'ennemi se ruerait vers l'emplacement du parachute comme un requin vers le sang. Pour survivre, l'SAS devait surpasser en intelligence et en vitesse les pisteurs NVA sans jamais être vus. Leur infiltration silencieuse était un chef-d'œuvre de furtivité en jungle. Ils avançaient en file échelonnée, chaque homme posant le pied précisément là où l'homme devant l'avait posé pour minimiser la perturbation du sol forestier. Ils ne poussaient pas à travers les vignes, ils les contournaient. Ils ne marchaient pas sur des feuilles sèches, ils tâtaient le sol avec leurs bottes avant d'engager leur poids. Le silence d'une patrouille SAS australienne n'était pas simplement l'absence de parole. C'était une suppression disciplinée de chaque son mécanique et biologique. Leur équipement était scotché pour empêcher le cliquetis métallique. Leur respiration était superficielle et contrôlée. Ils communiquaient par un langage sophistiqué de signaux manuels, évitant même le plus fin murmure qui pourrait porter dans l'air humide. Alors qu'ils pénétraient plus profondément dans la zone tenue par l'ennemi, l'SAS commença à rencontrer les pièges de la jungle. Ils prouvèrent des empreintes fraîches, des groupes de recherche NVA se déplaçant parallèlement à eux à moins de 50 mètres. La plupart des soldats auraient ressenti l'envie d'ouvrir le feu. Mais les Aussie restèrent immobiles, se fondant dans les ombres et laissant l'ennemi passer. Ils n'étaient pas là pour mener une guerre, ils étaient là pour voler un homme des mâchoires du tigre. Leur progression était une leçon de guerre en jungle. Ils naviguaient non par GPS ou carte lourde, mais par une compréhension intuitive du flux du terrain. Ils utilisaient les sons de la jungle, le silence soudain des oiseaux ou le trottinement de petits animaux pour cartographier les positions ennemies. Pendant que les forces américaines voyaient souvent la jungle comme un mur hostile, l'SAS la voyait comme un manteau protecteur. Au moment où le soleil commençait à descendre vers l'horizon, la patrouille SAS avait réussi à contourner 3 cordons ennemis.
Ils étaient maintenant dans la zone rouge, le voisinage immédiat du pilote abattu. L'air ici était lourd de l'odeur de terre brûlée et de carburant d'avion, mais il grouillait aussi d'équipes de recherche ennemies. Les SAS ne patrouillaient plus seulement, ils chassaient. Ils cherchaient les signes minuscules d'un homme effrayé, un morceau déchiré de combinaison de vol, une branche cassée, ou l'odeur métallique fin d'une radio de survie. Les fantômes étaient arrivés, et bien que l'ennemi soit partout, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés par les chasseurs les plus mortels de la guerre du Vietnam. La patrouille SAS était maintenant entrée dans la phase la plus traîtresse de la mission, la zone de recherche immédiate, où le pilote abattu se cachait probablement. La densité des troupes de l'armée non-vietnamienne NVA avait augmenté significativement. L'ennemi ne patrouillait plus seulement, mais ratissait activement les broussailles, leur voix et le cliquetis de leur équipement flottant dans l'air humide. Dans cet environnement, toute erreur signifiait une mort certaine. Pourtant, l'SAS australien maintenait son sang-froid, utilisant sa maîtrise de la guerre en jungle pour naviguer dans le filet qui se resserrait. Le chef de patrouille signalait un arrêt et écoute tous les quelques mètres. C'était la légendaire furtivité australienne en jungle en action. Il ne cherchait pas seulement le pilote, il cherchait les perturbations qu'il avait laissées derrière lui. Un survivant non entraîné laisse souvent une traînée d'indices accidentels, une empreinte de talon dans la boue molle, une feuille contusionnée ou un morceau de ration de survie. Les troopers SAS, entraînés comme snake eaters avec une compréhension primale de la forêt, pouvaient distinguer entre la décomposition naturelle de la jungle et les mouvements frénétiques d'un homme en fuite. Alors qu'ils rampaient plus près du site de l'écrasement, l'odeur de carburant JP4 brûlé devint overpowering. Ils découvrirent le parachute discardite du pilote, partiellement enfoncé dans un tronc creux, une tentative désespérée mais amateur de dissimulation. Pour la NVA, c'était un panneau indicateur clair. Pour l'SAS, c'était un point de données pour calculer la direction probable du pilote. Il savait que l'instinct d'un aviateur abattu serait de trouver un terrain élevé ou un fourré épais pour se cacher en attendant le rugissement d'un hélicoptère de sauvetage. Cependant, l'SAS savait aussi que la NVA utilisait un système de battu, avançant en ligne pour flush le pilote comme une proie. Les Australiens devaient traverser ces lignes. Ils le firent en timing leur mouvement au rythme naturel de la jungle et au progrès bruyant de l'ennemi. Pendant que les soldats NVA étaient concentrés sur la recherche d'un homme en combinaison de vol, ils manquèrent complètement les 6 fantômes qui avaient appliqué une peinture de camouflage Tiger Stripe si efficacement qu'ils apparaissaient comme de simples ombres se déplaçant entre les arbres de teck. La tension atteignit un point de rupture quand la patrouille rencontra une zone de repos fraîche de la NVA. L'ennemi s'était arrêté pour de l'eau et une fumée. À peine à 20 mètres du chemin des Australiens, les troopers SAS gelèrent. Pendant 10 minutes agonisantes, ils restèrent immobiles comme des statues, leur camouflage se fondant parfaitement avec la mousse et les fougères. Ils ne chassaient même pas les moustiques qui prélevaient du sang sur leur visage. C'était la résilience psychologique qui les séparait des recrues ordinaires. Ils possédaient le sang-froid requis pour attendre l'ennemi dans son propre arrière-cour. Une fois l'ennemi parti, l'SAS continua sa recherche méticuleuse. Ils étaient maintenant dans la zone de tuerie, les derniers centaines de mètres. Le chef de patrouille le repéra le premier, un fin éclat métallique sous un tas de frondes de palmiers. Ce n'était pas un piège ennemi, c'était l'antenne d'une radio de survie PRC-90. Le pilote était proche, mais il était terrifié, entendant probablement les chercheurs NVA et prêt à fuir ou à tirer sur tout ce qui bougeait. L'SAS devait l'atteindre avant que sa peur ne révèle sa position aux centaines de soldats ennemis qui se rapprochaient de tous côtés. Le pilote américain abattu, le lieutenant Miller, gisait pressé contre la terre humide, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Chaque froissement de feuilles ou craquement de brindilles distants ressemblait à une sentence de mort. À sa gauche, il pouvait entendre le cliquetis rythmique de l'équipement NVA et le murmure bas des voix.
Ils étaient à pas plus de 30 yards, sondant systématiquement le fourré où ils gisaient. Miller serrait son revolver Smith & Wesson 38, les jointures blanches, prêt à tirer ses dernières cartouches avant l'inévitable. Il était un homme perdu dans un enfer vert, attendant un miracle que les lourds hélicoptères américains avaient déjà échoué à fournir. Puis l'impossible se produisit. Sans un seul son, pas un craquement de branches, pas un froissement de tissu, une ombre sembla se détacher du tronc d'arbre même contre lequel Miller s'appuyait. Avant qu'il puisse crier ou lever son arme, une main gantée, couverte de boue sombre et de peinture vert forêt, se posa fermement mais calmement sur sa bouche. Un visage apparut à quelques pouces du sien. Pas le visage d'un geôlier, mais un visage camouflé dans un motif disruptif de noir et olive drabe, avec des yeux terrifiquement calmes. « Du calme, Matt », murmura une voix avec un accent australien épais et calme, si bas qu'il était presque ressenti plutôt qu'entendu. « Nous sommes les SAS, vous rentrez à la maison. » Miller se figea, son cerveau luttant pour traiter la transition de la mort certaine à cette présence fantomatique soudaine. Il ne les avait pas entendus approcher, il ne les avait pas vus bouger. Pour le pilote américain, cela ressemblait à ce que ces hommes s'étaient simplement matérialisés de l'air humide, les sauveurs venus de nulle part. Le chef de patrouille SAS signala à ses hommes. Instantanément, 2 autres troopers apparurent des sous-bois. Leur carabine XM-177 pointait sur le périmètre avec une intention létale. Ils ne parlaient pas. Ils bougeaient avec une fluidité synchronisée qui parlait de milliers d'heures d'entraînement. Un trooper tendit à Miller une gorgée d'eau et un morceau de glucose, ses yeux ne quittant jamais la ligne d'arbre où le groupe de recherche NVA était encore audible. Le contraste était stupéfiant. Miller s'attendait à un sauvetage rugissant, une tempête de plomb et les lames tonitruantes d'un Huey. Au lieu de cela, il avait été trouvé par 6 ombres qui traitaient la proximité de l'ennemi avec une indifférence professionnelle froide. Les SAS ne ressemblaient pas aux soldats auxquels Miller était habitué. Ils ne portaient pas de casque lourd, pas de gilet pare-balles volumineux. Ils étaient minces, dépouillés, des chasseurs qui bougeaient avec la grâce de prédateurs. « Pouvez-vous marcher ?» signala le chef de patrouille par un geste de la main. Miller hocha la tête, encore sous le choc. Le chef donna un signal silencieux net et la patrouille commença à se déplacer. L'extraction avait commencé, mais ce ne serait pas une course pour la sécurité. Ce serait un rampement lent et agonisant à travers le cœur de la zone de recherche ennemie, mené par les fantômes qui venaient de l'arracher au bord de l'abîme. Pour la première fois depuis que son avion était tombé, Miller ressentit un flicker d'espoir, non pas à cause de la puissance de feu et l'eau, mais à cause des hommes terrifiquement silencieux qui l'entouraient maintenant. La mission avait maintenant atteint son stade le plus périlleux, l'extraction. Trouver le lieutenant Miller était un exploit de pistage, mais déplacer un pilote en état de choc shell, dont chaque pas ressemblait à un battement de tambour dans le calme à travers un périmètre ennemi qui se resserrait, était un cauchemar logistique. Les SAS australiens savaient que les groupes de recherche NVA, frustrés par leur échec à trouver la proie, augmenteraient leur agressivité. Les fantômes devaient mener Miller à travers un gauntlet où l'ennemi était souvent à moins de 20 mètres. Le chef de patrouille implémenta un mouvement en leapfrog. 2 troopers avançaient pour reconnaître le chemin, leurs yeux scannant pour des fils-pièges ou des reflets de soleil sur du métal, pendant que 2 autres restaient avec Miller, guidant littéralement ses pieds pour éviter les branches sèches ou le feuillage bruyant. Les 2 derniers troopers formaient l'arrière-garde, marchant à reculons sur de longues distances pour surveiller leur propre traînée. Ils se déplaçaient contre le flux de la recherche ennemie, utilisant une tactique de prudence calculée. Alors qu'ils traversaient un ruisseau peu profond, le moment heart-stopping arriva. Une patrouille nord-vietnamienne, presque de la force d'un peloton, apparut sur la rive opposée. Le chef SAS donna le signal silencieux de geler.
Miller, tremblant d'adrénaline, sentit une main appuyée fermement sur son épaule, le forçant à s'enfoncer dans la boue jusqu'à la taille et les feuilles pourrissantes. Pendant 5 minutes agonisantes, ils restèrent submergés et immobiles. Les soldats NVA étaient si proches que les SAS pouvaient entendre le cliquetis de leurs gourdes et sentir leur tabac. C'était le test ultime de résilience psychologique. Pendant que l'instinct de Miller était de fuir, les troopers SAS restèrent immobiles comme les arbres autour d'eux. Leur camouflage, assombri par l'eau du ruisseau et la boue, les rendait invisibles. L'ennemi passa, ignorant que leur cible et ses sauveteurs étaient à quelques pieds seulement. C'était la différence entre la vie et la mort dans la guerre du Vietnam, la capacité à maîtriser sa propre peur et à devenir partie du paysage. Pour assurer davantage leur échappée, l'arrière-garde commença à planter des distractions. Ils utilisèrent de petits explosifs à action retardée et des mines jumping jack placées loin de leur chemin réel. Quand ceux-ci détonèrent minutes plus tard, les commandants NVA détourneraient naturellement leurs équipes de recherche vers le bruit, pensant avoir enfin acculé les Américains. Cette utilisation de la furtivité et de la déception permit à la petite équipe australienne de glisser à travers les gaps dans la formation ennemie. L'échappée était un marathon épuisant de silence. Chaque muscle du corps de Miller hache de ce mouvement au ralenti contre nature. Mais il était revitalisé par le professionnalisme pur de ses sauveteurs. Ils ne dirent pas un mot pendant des heures. La seule communication était l'occasionnelle pression légère sur le bras ou un geste subtil de la main. Au moment où ils atteignirent la zone verte, une zone pre-designated, assez loin du site de l'écrasement pour permettre un ramassage aérien sûr, le soleil s'était presque couché. Les SAS avaient réussi à naviguer le cœur du repère du tigre, prouvant que, dans la jungle, l'arme la plus puissante n'était pas une bombe, mais une ombre qui savait bouger. Alors que la patrouille SAS atteignait le bord de la zone verte désignée, le calme trompeur de la jungle fut brisé. La NVA avait enfin réalisé qu'on se jouait d'eux. Les distractions plantées par l'arrière-garde avaient acheté du temps précieux. Mais l'ennemi se rapprochait maintenant de 3 côtés, alimenté par la réalisation que leur proie leur échappait. Le silence qui avait protégé les Australiens pendant des heures n'était plus une option. Il était temps pour une extraction chaude. Le chef de patrouille signala à Miller de rester bas entre 2 troopers alors qu'ils débouchaient dans une clairière. Une petite ouverture naturelle dans la canopée, juste assez large pour un treuil de sauvetage. Le lointain thump-thump d'un hélicoptère US Huey commença à résonner dans l'air. C'était le moment le plus vulnérable, la transition de l'état fantôme invisible à une cible fixe, bruyante et stationnaire. « Pop smoke !» aboya le chef, la première fois que Miller l'entendait hausser la voix. Une cartouche de fumée épaisse pourpre s'éleva dans l'air, signalant leur position exacte aux pilotes approchant. Presque instantanément, la ligne d'arbres érupte en éclairs de bouche. La NVA avait atteint le périmètre de la clairière. Ce qui suivit fut une masterclass de discipline de feu en petite unité. Les SAS australiens ne se contenta pas de mitrailler, ils tirèrent en rafales contrôlées et létales de leur XM-177, supprimant l'avance ennemie tout en maintenant leur formation autour du pilote. Ils utilisaient le mur de plomb seulement comme un bouclier temporaire pour gagner des secondes. Le Huey rugit au-dessus, ses mitrailleurs de porte déchaînant un flot dévastateur de feu de leur M60 dans le feuillage pour tenir la NVA à distance. Parce que la clairière était trop petite pour un atterrissage, l'extraction par long line était le seul choix. Un câble d'acier à haute résistance avec un rig Stabo descendit du ventre de la machine vibrante. « Go, go, go !» Les troopers SAS bougèrent avec une efficacité mécanique. Ils ne poussèrent pas simplement Miller vers la corde, ils le sécurisèrent dans le harnais avec des mains exercées, s'assurant que le pilote terrifié était verrouillé avant que l'hélicoptère ne commence sa montée verticale.
2 troopers s'accrochèrent aux lignes secondaires, flanquant Miller pour fournir un bouclier humain et un feu de suppression même en quittant le sol. Alors que le câble se tendit, Miller sentit qu'on le tirait vers le haut, loin de la boue et du sang. En regardant en bas, il vit les troopers SAS restant au sol, encore calmes, tirant encore avec une précision chirurgicale en attendant le second lift. Ils étaient des silhouettes contre la fumée pourpre et les éclairs de bouche. Des guerriers qui étaient entrés dans l'enfer de la jungle comme des ombres et en partaient maintenant comme des légendes. Le Huey vira sec, tirant les hommes à travers la canopée. La dernière chose que Miller vit avant que les feuilles vertes n'avalent la clairière fut le chef de patrouille tenant sa position jusqu'à la toute dernière seconde. Un viking qui avait regardé la mort en face, sans ciller. Le pilote était en sécurité, mais les hommes qu'il avait sauvés se préparaient déjà pour la prochaine ombre qu'ils devraient habiter. Le sauvetage réussi du lieutenant Miller était plus qu'un exploit tactique audacieux. Il servit de cas d'étude définitif sur l'efficacité de la philosophie de l'SAS australien pendant la guerre du Vietnam. Pendant que les armadas massives de recherche et de sauvetage des États-Unis reposaient sur une puissance de feu et l'eau écrasante et une domination technologique, l'SAS prouva que dans l'environnement asymétrique dense de la jungle, l'arme la plus potente est l'individu hautement entraîné et psychologiquement résilient. Le sauvetage mit en lumière une leçon stratégique fondamentale. La qualité, quand affinée à un niveau élite, peut accomplir ce que la masse quantitative ne peut pas. La machine militaire US, conçue pour une guerre industrielle à grande échelle, luttait souvent quand sa supériorité logistique et aérienne était neutralisée par le terrain ou les tactiques antiaériennes. En contraste, l'approche fantôme australienne, enracinée dans la furtivité en jungle, la patience et la survie, transformait l'environnement d'ennemis en alliés. Les SAS n'essayaient pas de dominer la jungle, ils en devenaient une partie. Cette mission souligna l'importance du recrutement sélectif et de l'entraînement spécialisé. Le système australien ne produisait pas juste des soldats, il produisait des Snake Eaters, capables d'opérer avec une autonomie totale au plus profond du territoire ennemi. Pour le pilote américain, les SAS étaient des sauveurs fantômes venus de nulle part. Mais pour le commandement australien, ils étaient le résultat logique d'une doctrine qui priorisait le fieldcraft sur la puissance de feu. La capacité de 6 hommes à contourner des compagnies entières NVA pour récupérer un asset de haute valeur démontrait qu'une petite unité élite avec le bon mindset pouvait exercer une influence stratégique bien au-delà de sa taille. Furthermore, le sauvetage illustra le pouvoir de la résilience psychologique. La discipline requise pour rester immobile pendant qu'une patrouille ennemie passe à quelques pieds, comme vu dans les patrouilles nues et diverses missions de snatch, est un niveau de fortitude mentale qui ne peut être produit en masse. Elle requiert une culture militaire qui valorise le professionnel discret sur le chasseur agressif. Dans les décennies suivant la guerre du Vietnam, les tactiques perfectionnées par le SASR et Phuoc Tuy devinrent fondationnelles pour les opérations spéciales modernes globalement. L'armée US elle-même, reconnaissant les limitations de la puissance brute dans la guerre irrégulière, commença à intégrer le pistage style australien, la discipline acoustique et le patrouillage à faible signature dans ses programmes d'entraînement élite tels que pour les Navy SEALs et Delta Force. Ultimement, l'histoire de l'SAS australien au Vietnam est un témoignage de la vérité enduring de la guerre. La technologie et les nombres sont formidables, mais ils sont souvent secondaires à la compétence, la furtivité et l'esprit du soldat individuel. Les fantômes de la jungle prouvent que le silence n'est pas seulement un choix tactique, c'est un avantage stratégique qui peut arracher la victoire du cœur d'un enfer vert.